Donc, il y a une matrice A avec 4 lignes et 3 colonnes. Et on va voir comment on peut calculer la row reduced echelon form de cette matrice et comment se servir de cette forme pour déterminer l'espace des colonnes de A, le noyau de A, ainsi que l'espace des lignes de A et le noyau à gauche de A. Pour garder en mémoire les opérations que je fais sur les lignes de A, j'augmente la matrice de la matrice identité avec 4 lignes. Ça va me permettre à la fin de trouver facilement le noyau de A transpose, c'est-à-dire le noyau à gauche de A. Alors on est parti, on fait le pivot sur la matrice A. Donc dans un premier temps, je vais faire apparaître des zéros sur ces trois coefficients-là. 1, 0, 0, 0. Et donc pour faire ça, je fais la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Ça va donc me donner... Donc la première ligne ne change pas. La partie augmentée, je l'écris d'une autre couleur, simplement pour que ça soit clair que j'ai deux matrices que j'ai en parallèle, mais qui sont en fait différentes. Donc moins 2, la ligne 1, ça me donne 1, moins 4, moins 3, 0, moins 6, moins 6. Et ici, ça me fait moins 2, 1, 0 et 0. Ensuite, ici, je fais la ligne 3. Je retire 3 fois la ligne 1. J'obtiens donc 3 moins 6 moins 3. 3 moins 6. Non, moins 9. Moins 6. Et ici, ça me fait moins 3, 0, 1 et 0. Et enfin, pour la dernière, je fais la ligne 3 plus la ligne 4 plus la ligne 1. Et ça me donne 0, 3, 6. Et ici, 1, 0, 1, non, 0, 1. Ensuite, je fais apparaître des zéros sur la deuxième colonne. Donc, les deux premières lignes ne vont pas changer. Et la ligne 3, je lui mets donc dedans la ligne 3 moins la ligne 2 pour faire apparaître un 0 ici. Il se trouve qu'ici aussi, ça fait 0. Donc là, je me retrouve avec moins 3 plus 2, ça me fait moins 1. 0, moins 1, ça fait moins 1. 1 et 0. Puis pour la dernière ligne, je vais faire la ligne 4. Pour faire apparaître un 0 ici, il faut que je fasse la ligne 4 plus la ligne 2. Donc ça va me faire 0, 0, puis la ligne 4 plus la ligne 2 toujours, ça me donne moins 1, 1, 0 et 1. Alors ensuite, je vais faire apparaître des 1 sur la diagonale, donc lui, je voudrais non pas que ce soit moins 3, mais que ce soit un 1. Donc juste pour avoir la place sur l'écran, je le fais en une fois, mais on aurait pu le faire à l'étape suivante. Donc je fais la ligne 2 divisé par moins 3, donc fois moins 1 tiers, disons. Donc ça me donne 0, 1, 2. Et ici, 2 tiers, moins 1 tiers, 0, 0. Et l'étape suivante, c'est de faire apparaître des zéros maintenant sur mes deux colonnes pivots, c'est-à-dire celle où j'ai un 1 sur la diagonale. Donc pour faire apparaître un 0 ici, un 0, il faut simplement faire la ligne 1 moins 2 fois la ligne 1, la ligne 2. Ça va me donner 1, 0, moins 1. Et si je continue, là, ça me donne moins 2 fois la ligne 1, ça me fait donc moins 1 tiers, 2 tiers, 0 et 0. Tandis que les trois autres lignes, elles restent inchangées. J'ai en violet la matrice, la row reduced echelon form de la matrice A, qui me donne toutes les informations que je veux sur les sous-espaces qui caractérisent ma matrice A. Maintenant, on va décrire, pour cette matrice A, ces quatre sous-espaces caractéristiques. Donc j'ai 3 colonnes, ce qui veut donc dire que pour écrire A fois X, il faut que X soit une colonne avec 3 valeurs. Donc mon vecteur X, il appartient à R cube. Et ensuite, le produit A fois X, une combinaison linéaire des colonnes de A, c'est donc un élément de R puissance 4.
Donc C de A, j'identifie qu'il y a deux colonnes pivots ici dans la matrice réduite, qui sont les colonnes 1 et 2. Donc j'ai deux colonnes qui sont libres, comme deux lignes. Ce qui veut donc dire que l'espace des colonnes de A est engendré par les deux premières colonnes de la matrice A. Donc C de A, c'est égal à vect, le sous-espace vectoriel engendré par la colonne 1, 2, 3, moins 1, et 2, 1, 3, 1. Donc c'est un sous-espace de R4 qui est de dimension 2. Donc de la même dimension que lui, je sais que je vais avoir l'espace des lignes de A qui est également de dimension 2, parce que les deux sont toujours dans la même dimension. Donc une base de l'espace généré par les lignes de A, par les colonnes de A transpose, sont simplement toutes les lignes non nulles de la matrice RF de A. Donc en l'occurrence, 1, 0, moins 1, et la deuxième ligne, 0, 1, 2. En effet, ces lignes sont des combinaisons linéaires des lignes de A, puisque j'ai fait les opérations sur les lignes pour les obtenir. Donc par définition, par construction, elles sont forcément dans l'espace C de A de T. Ensuite, j'ai les deux noyaux. J'ai d'une part le noyau de A, et d'autre part le noyau de à gauche, le noyau de A transpose. Donc le noyau de A transpose est facile à identifier grâce à l'augmentation avec la matrice identité. Ici, en fait, j'ai gardé en mémoire la combinaison linéaire des lignes qui fait que j'ai obtenu 0 ici. Donc le noyau de A transpose, ça va simplement être l'espace vectoriel engendré par ces deux lignes. Si je vérifie, en effet, j'ai bien que moins une fois la ligne 1 de A, moins une fois la ligne 2 de A, plus une fois la ligne 3 de A, plus 0 fois la ligne 4 de A, ça me donne la ligne nulle. C'est donc bien un élément du noyau de A transpose, c'est une combinaison linéaire des lignes de A qui vaut 0. Et pareil avec la deuxième, sauf que cette fois-ci c'est moins une fois la ligne 1, plus une fois la ligne 2, plus 0 fois la ligne 3, plus une fois la ligne 4. Moins 1, 1, 0, 1. Et enfin, pour le noyau de A, donc je sais que, d'après le théorème du rang, la dimension de cet espace plus la dimension du noyau, donc de l'image, l'espace des colonnes, plus le noyau de A, va être égal à 3. Donc en l'occurrence, je sais qu'il va être de dimension 3 moins 2 égale 1. Pour identifier une base du noyau de A, je regarde en fait les colonnes non pivots de ma matrice RF. Et donc là, c'est la colonne 3. Donc je vais donc prendre comme valeur libre que je vais donc imposer la troisième coordonnée de ce vecteur. Et en changeant le signe de ces deux-là, j'obtiens en fait facilement une solution de l'équation a fois x égale 0. Donc là, ça me donne 1, moins 2, 1. Donc je peux vérifier en effet que une fois la colonne 1, moins 2 fois la colonne 2, plus une fois la colonne 3, c'est égal à 0. C'est-à-dire que c'est bien un élément du noyau de A. Ainsi, j'ai décomposé R³ et R4 en deux sous-espaces supplémentaires qui sont caractéristiques de la matrice A. Ici, j'ai l'espace des colonnes de A qui est orthogonal au noyau de A. Pardon, c'est l'espace des colonnes de A transpose. Et de l'autre côté, j'ai l'espace des colonnes de A qui est également orthogonal au noyau de A transpose. Donc pour toute matrice, quelle que soit sa forme, je vais pouvoir décomposer l'espace des lignes et l'espace des colonnes en deux sous-espaces supplémentaires qui vont être orthogonaux. Une application assez directe de ça, c'est de répondre à la question
Si j'ai un vecteur B qui est dans R puissance 4, n'importe quoi, par exemple 1, 2, 3, 4, est-ce que l'équation AX égale B admet une solution? Eh bien, je sais que cette équation, elle va admettre une solution à condition que le vecteur B, 1, 2, 3, 4, il soit dans l'espace des colonnes de A. Sinon, cette équation n'admettra pas de solution, puisque le vecteur B est quelque part dans R puissance 4, mais je pourrais approcher une solution en trouvant un point dans l'espace des colonnes de A qui est le plus proche de B, en prenant le projeté orthogonal de B dans l'espace image de A. Et ça, je vais pouvoir le faire en décomposant le vecteur B sur la base composée de ces 4 vecteurs, base que j'ai construite en trouvant une base de l'espace des colonnes de A et une base du noyau de A transpose. Cette idée de trouver une valeur proche de B pour laquelle je peux résoudre AX égale B, elle a des applications en machine learning, et la première d'entre elles est sans doute la régression linéaire.